l'heure du reportage du jour et à la place d'envoyer un reportage fait par nos soins, eh ben, j'ai le plaisir de faire un direct. Une fois n'est pas coutume, je suis très contente de ça ce matin. Et pour ça, je reçois Sandrine Tracol et Stéphane Bérard, deux habitantes d'Autrive et de Valence, qui se sont levés tôt ce matin pour venir dans les studios de Saint-Jean-en-Royan. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez envie de parler d'une question qui est chère à vos cœurs, la demande de réouverture du musée de la Résistance de Romans-sur-Isère. Et on va faire un... Et puis vous vous saisissez de ce 16 avril, on va dire pourquoi, pour prendre la parole. On va faire un petit rappel pour nos auditeurs et auditrices, parce que vous prenez la parole en tant que citoyen et citoyenne, et pas au nom du comité de défense du musée de Romans. Et puis j'accueille aussi Philippe, dit Cycloman, qui est là avec ses caméras pour filmer cette scène, ce direct. Donc c'est le son et l'image ce matin dans les studios. Alors peut-être Sandrine, est-ce que vous êtes d'accord de nous faire un petit historique, refaire un peu le fil de cette histoire? Qu'est-ce qui vous amène là? Eh bien, ce qui nous amène là, c'est la fermeture du musée de la Résistance de Romans, qui est fermé depuis 3 ans. En fait, ce qui s'est passé, bon, comme vous vous souvenez, il y a eu le Covid, le confinement, tous les lieux culturels ont été fermés, et le 19 mai, ce musée n'a pas réouvert. Et ça vous indigne? Ah ben, un petit peu, surtout dans notre région, c'est fermer un musée de la Résistance, c'est un peu... Ça passe pas. Ça passe très mal, oui. Alors, juste pour faire un rappel auprès de nos auditeurs auditrices, je rappelle quand même que c'est en 1970, 22 anciens résistants et déportés envisagent de créer un musée de la résistance et de la déportation. Et avec l'aval de la municipalité, ce musée est inauguré en 1972. Donc c'est quand même un musée 1974. 14, ok. Dans l'espace collé au musée de la chaussure. Et il y a même un billet commun qui permet de visiter les deux musées. Voilà, c'est ça. Et il occupe 250 mètres carrés dans cet ancien couvent de la ville, partagé avec le musée de la chaussure, qui est une production qui fait la renommée de Romans-sur-Isère, on le sait bien. Et voilà, et après, période de Covid, et le musée de la chaussure réouvre, voilà. Mais pas le musée de la résistance et de la déportation. Et donc il y a en 2021 un comité de défense et de développement du musée de la résistance en Drôme et de la déportation qui se crée et qui adresse une lettre recommandée à la mairie. Est-ce que vous en faisiez partie déjà à ce moment-là? Non, pas encore. Qu'est-ce qui a mobilisé alors après votre engagement autour de cette question? Oui, Philippe, allez-y. Stéphane, pardon. Tout bêtement, parce que pour diverses raisons, on est très attaché à tout ce qui est mémoire. Par exemple, mon histoire personnelle avec ma famille, donc on s'est rapproché ces derniers temps du comité de soutien et de toutes les actions qui se faisaient pour les commémorations. Donc on est retombé sur l'histoire de Romans. J'y étais allé moi une première fois à la fermeture où il y avait une petite mobilisation devant le musée. Et là on s'est aperçu que malgré tous leurs efforts, rien ne se passait. Donc on a pensé qu'il serait utile de profiter de la visite de monsieur notre président dans le Vercors pour essayer de pousser un peu et de refaire parler de cette problématique en fait. Et du coup, c'est ça, vous dites que vous êtes en lien avec votre histoire personnelle. Je me disais, pour être autant engagé et avoir autant de colère ou d'indignation sur cette situation, peut-être, oui, il y a des liens avec, vous venez de familles qui ont lutté contre la déportation et pour la résistance? Enfin, à titre personnel, moi j'ai une grosse partie, enfin une partie de ma famille qui a fini soit à Dachau, soit à Auschwitz. Et donc du coup, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et vous, Sandrine, également? Alors oui, moi j'ai aussi forcément dans ma famille, comme beaucoup de personnes dans la Drôme, des personnes qui ont été dans la résistance. J'ai aussi eu la chance de grandir en face d'un monsieur qui a été très important dans la transmission de la mémoire, monsieur Germain Fraisse,
qui a été déporté, qui a pu en revenir, et il a voué sa vie après à la transmission, donc dans les écoles, hein, et puis à moi la petite voisine. Ça, vous étiez voisin alors avec oui, voilà, ce monsieur, et donc vous étiez proche de lui. Et aujourd'hui son fils a repris le flambeau de son papa. Donc ça vous touche personnellement, c'était très voilà. proche de vous dans votre éducation, quoi. Voilà, très proche de moi dans mon éducation, et c'est vrai que quand il y a une transmission comme ça, avec une personne qui vous parle, soit qu'il a vécu directement, soit qu'il y a eu des témoignages directs, et puis qui vous montre des objets aussi. Il m'avait montré pas mal d'échanges de courriers entre résistants, et bon, c'est pas la même chose que ce qu'on apprend à l'école, quoi. Bah oui, c'est vivant, c'est proche de vous, c'est incarné, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence entre... Donc, on sait qu'il y a un musée de la Résistance qui est important à Bassieux, qui est très bien fait, qui est souvent visité, des centaines de visiteurs, milliers par an, des classes, des scolaires. Et celui de Romans était le musée de la Résistance de la Drôme. C'est ça la grande différence, et ça vous tient à cœur? Oui, ça nous tient à cœur, parce que c'est vrai qu'il s'est passé des événements très lourds à Bassieux. On le sait, c'est normal que ça soit mis en avant, mais ils axent moins sur ce qui s'est passé dans les autres villes de la Drôme, parce que la résistance, elle était partout. Elle s'est organisée de partout. Et ce musée à Romans parlait de la Drôme en général. Et donc il y avait des informations qui étaient différentes de celles qui sont à Bassieux. Voilà, c'est ça. Complémentaire. Complémentaire oui. Selon vous, et du coup, s'il est fermé et qu'il reste fermé, il manque une partie de l'histoire. C'est ça. Et donc, bon là, après quelques échanges, apparemment c'est compliqué pour eux d'échanger avec la municipalité. Et il a été évoqué au début un musée itinérant. Donc, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas, mais par exemple, il y a une porte de wagon de train qui a emporté des prisonniers en camp. Je ne vois pas trop comment on peut la déplacer. Il y a des uniformes aussi de déportés, des choses très fragiles qui ne peuvent pas être déplacées comme ça pour des expositions itinérantes. Qui ne se prêtent pas forcément à ça. Voilà. Stéphane, vous vouliez compléter peut-être Oui, il a été aussi évoqué par la mairie, donc qu'il voulait le mettre en ligne, l'arrêter et mettre le musée en ligne, mais c'est absolument pas pareil. Parce que dans un musée, il y a une charge, il y a une charge émotionnelle. Et en ligne, c'est bien beau, mais en ligne, je dirais que c'est comme... C'est un peu comme regarder une série sur Netflix, quoi. Et pas au cinéma. Merci de cette comparaison, oui. Et donc ça, c'est un peu absurde, finalement, pour des objets qui sont aussi chargés de sens et d'histoire, de faire ça en ligne, quoi. Oui, et c'est même... il y a aussi le lieu, c'est-à-dire il faut... en plus, c'est Romans. Romans, ici, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est pour... il y a aussi des problématiques dans cette ville avec une partie de la jeunesse. Et c'est un musée qui est au plus près, qui est ouvert à tout le monde. Pas besoin de prendre ni une voiture, ni un car pour y aller. Il est au centre-ville et du coup il est accessible, il fait vraiment partie des choses proches pour les habitants habitantes, quoi. Absolument. Et ça serait... c'est juste anormal. Et bon, voilà, pour nous, c'est vraiment anormal. Et alors, si on revient un peu sur les arguments avancés par la municipalité, Marie-Hélène Thoraval, selon la municipalité de Romans, c'est ce caractère obsolète qui explique, selon elle, la faible fréquentation du musée, avec seulement quelques centaines de visiteurs et visiteuses par an. Et donc, ça impose sa fermeture, alors qu'un vaste projet de rénovation de l'ancien couvent est en cours, est programmé. Et donc c'est pour ça que vous avez lancé cette pétition, on va y revenir. Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments de la municipalité de Romans alors? Ces arguments, pour nous, ce sont des... Alors,
il faut quand même faire la différence entre le comité de soutien et nous qui soutenons le comité de soutien. Donc on parle bien en tant que citoyen. Pour nous, les arguments, c'est plus une défense politique, parce que quand le musée, la fermeture du musée a été annoncée, ça a commencé à bouger dans tous les sens. Tous les gens qui soutiennent la mémoire sont montés au créneau. À ce moment-là, politiquement, ils ont été obligés de faire des réponses. Au début, il n'y en avait pas. Et de tout ce qu'on a vu passer dans l'historique, je dirais que c'est pas... Personnellement, je trouve que c'est pas très très joli comme réponse politique. C'est même limite méprisant. Alors pourquoi méprisant selon vous? Par exemple, quand on entend un adjoint de la municipalité qui dit que la majorité des personnes qui ont vécu cette histoire sont morts aujourd'hui, ils sont plus là pour témoigner, et qui rajoute que de ce fait le musée n'a plus d'intérêt. C'est difficile à entendre, hein. Ouais, très. Je comprends bien. Et est-ce que, oui, pour la municipalité, vous pensez qu'ils ne remplissent pas leur devoir de mémoire, justement, c'est quelque chose qui est important pour vous, en disant des choses comme celle-là, des arguments pareils? Quelle que soit la problématique ou les projets qu'ils avaient pour ce bâtiment, dans tous les cas de figure, d'abord, ils auraient dû avoir un débat beaucoup plus en amont avec les gens du musée, et non pas attendre que la presse monte au créneau pour se défendre politiquement. C'est d'abord pour les dernières personnes qui sont au niveau du musée, les gens qui se battent, c'est pas possible. Enfin, j'arrête là parce que c'est pas possible. Ça vous agace. Alors quand même, c'est plus qu'agacé. Ouais, on rappelle aussi qu'effectivement depuis 2020, il y a eu plusieurs, enfin depuis la fin de la sortie du Covid, il y a eu plusieurs actions, notamment une action de mobilisation devant la gare à Romans qui a réuni des centaines de personnes. Donc ce comité de défense et de développement du musée de la Résistance en Drôme est assez actif. Il y a notamment eu une requête auprès du tribunal administratif de Grenoble le 11 janvier 2022. Et cette requête s'appuie sur la convention du 21 décembre 2020 entre la commune de Romans et le comité historique de la Résistance en Drôme, par laquelle l'association a fait don à la ville de l'ensemble des collections recueillies depuis 1972. Et du coup, cette requête, où est-ce que ça en est auprès du tribunal administratif de Grenoble? Et puis vous, qu'est-ce que vous avez comme action? Donc, on rappelle que vous ne faites pas partie de ce comité de défense, mais par contre vous êtes sensible à ça. Est-ce que vous en savez plus sur les actions en justice autour de ça? Alors concernant l'action en justice, le comité de défense aurait dû recevoir une décision il y a quelque temps, ils sont toujours dans l'attente. Ok, donc pas de résultat aujourd'hui du tribunal administratif de Grenoble. J'imagine que le comité de défense espère bientôt avoir une réponse dans un sens ou dans un autre pour au moins être positionné. Oui, voilà, c'est ça, au moins être positionné. L'association Passionnément Roman est montée au créneau pour demander une table ronde à l'occasion de la visite de Monsieur le Président, justement. Une table ronde pour faire avancer les choses et que le tribunal se prononce pour au moins être fixé. Et donc une autre action que vous avez, aujourd'hui vous êtes là à Saint-Jean-en-Royans parce que vous avez lancé une pétition. Alors non, c'est le comité de défense. C'est leur pétition qu'on fait signer, oui. C'est leur pétition. Mais peut-être on peut expliquer cette nuance, pourquoi est-ce que vous ne faites pas partie de ce comité de défense, puisque finalement vous êtes assez proche de la question et d'eux. Ça pique ma curiosité. Alors, je dirais que dans l'esprit, on en fait partie, mais tout bêtement parce que ça s'est passé comme ça. On n'a pas besoin de faire partie pour soutenir. Et c'est ce que devraient faire beaucoup de citoyens de la Drôme. Et donc du coup, dans le comité de défense, c'est plutôt des anciens combattants ou des fils et filles de... Dans tous les cas, comme tous les gens qui ont eu une histoire très très proche avec la résistance, non. Ces enfants, ces petits-enfants, de toute façon, sont présents d'une manière ou d'une autre. Alors, on ne les connaît pas tous, mais par évidence, je pense que c'est les premiers qui sont investis.
Donc, cette pétition est en ligne depuis quand, celle du comité de défense? Depuis plusieurs années peut-être, depuis qu'elle a été lancée finalement, quand vous avez vu que que le musée n'a pas été rouvert. Et du coup, aujourd'hui, pourquoi le 16 avril, aujourd'hui vous êtes là à Saint-Jean-en-Royans? Qu'est-ce qui vous amène dans notre belle bourgade? Alors, pour en revenir à la pétition, je ne sais pas exactement quand elle a été lancée, je suppose que c'est suite à la fermeture, donc sûrement très très vite après. Oui, en 2021, oui. Et après, En 2021. Ils ont fait signer la pétition papier et tout de suite derrière, ils ont ouvert la pétition en ligne. Donc là, elle est en ligne depuis plusieurs années. Et il semble, d'après les derniers chiffres, parce qu'il y a une pétition papier et la pétition en ligne, mais les deux se recoupent, je crois qu'on en arrive à 26 000, c'est ça? 26 000 signatures. Alors moi, hier, j'ai trouvé sur Internet 33 266 signatures. C'est très très bien. Et il en faudrait le double, parce que de toute façon, la problématique, c'est que les politiques, que ce soit par exemple Monsieur le Président, il va passer, on va en parler, il y a quelques articles dans les journaux, il y a les gens qui se remobilisent pour essayer de faire remonter l'action, et puis ça va descendre comme un soufflet tout de suite après, et puis on n'en parlera plus. Et on sera toujours dans la même situation. Oui, déjà en 2021, par exemple, au micro de RMC, Geneviève Darrieussecq, qui était alors ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, avait dit qu'elle serait attentive à la pérennisation de ce musée et à sa localisation, et on n'a toujours rien. Ok. Une dernière prise de parole, oui, allez-y. Donc pour continuer par rapport à votre question, oui, aujourd'hui, nous on essaye on a profité que M. Macron est dans le Vercors pour être à Saint-Jean et en profiter pour faire signer leur pétition que nous allons faire sur papier et leur remettre à eux prochainement. Et donc nous serons de 9 h à 16 h si le temps nous le permet, parce qu'il ne fait pas très très beau, sur la place de l'église, voilà, avec un stand, et nous espérons fortement que beaucoup de gens se mobilisent et viennent nous faire un petit coucou. Alors, de toute façon, vous êtes au centre du village, entre les studios de Radio Royan, l'église et le bistrot, donc vous êtes très central, même si les gens ne venez pas pour vous voir, ils vont tomber sur vous dans la journée. On espère que le temps, je l'annoncerai après dans le bulletin météo, sera quand même de la partie. En tout cas, pour vous aujourd'hui, vous allez aller expliquer cette situation aux citoyens, citoyennes, donc ici à Saint-Jean, qui sont donc finalement aux portes du Vercors, avec cette grande manifestation aujourd'hui sur Vassieux, avec la venue d'Emmanuel Macron, sur les 80 ans de la déportation. Je vais rappeler d'ailleurs pourquoi est-ce que le 16 avril est une date importante dans l'histoire du Vercors. Et en tout cas pour vous, la pétition continue, enfin en tout cas pour le comité de défense, la pétition continue, elle est en ligne, elle est accessible. Vous pouvez peut-être rappeler où est-ce qu'on la trouve? Alors, on la trouve, malheureusement leur site internet a été fermé aussi, donc on la trouve sur Facebook, sur Résistance et Déportation à Romans. Voilà, donc si vous êtes sensible à cette question aujourd'hui et que vous avez envie de signer la pétition, n'hésitez pas à la trouver en ligne. Et si vous êtes dans le coin du Royan, vous avez envie de passer par le centre du village de Saint-Jean aujourd'hui, rencontrer Stéphane, Sandrine et puis Philippe, d'ici Cloman, qui filme toute cette scène pour cette action autour du musée de la déportation. Eh bien, je vous remercie Stéphane et Sandrine et Philippe de vous être levés tôt et d'être venus en direct. C'est pas facile hein, les expériences radiophoniques en direct, mais c'était super de vous recevoir ici. Et bonne chance, bonne journée aujourd'hui dans notre village. Merci. 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 Bonjour. Bonjour. Et puis j'ai été invité à filmer cette commémoration ou cette signature de pétition. Hein, c'est ce que vous faites. Et est-ce que vous pourriez me raconter un peu l'histoire de votre parcours et de votre combat
aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, pour la défense, pour la réouverture du musée de la Résistance et de la déportation de Romans-sur-Isère? Mais très très volontiers, parce que c'est une cause que je défends déjà depuis que j'ai appris que le musée de la Résistance et de la déportation ne réouvrirait pas. Cette information nous a été apportée dans une réunion organisée par la mairie de Romans et dont le comité d'entente des anciens combattants donc était présent, et parmi eux Gérard de Vigne, qui est membre fondateur du musée de la Résistance et de la déportation de Romans. Ils étaient 22 membres fondateurs, tous résistants, eux déportés ou déportés, les deux, résistants déportés. Et ces 22 membres fondateurs se sont réunis dès 1972 pour créer un musée, parce qu'il semblait qu'il ne fallait pas oublier la mémoire de cette période à la fois tragique et d'une certaine façon relativement glorieuse pour ceux qui avaient participé à la résistance pour sauver la liberté de la France. Donc, et votre lien de parenté dans ces 22 fondateurs, donc vous êtes, si vous pouvez citer votre lien de parenté? Mon lien de parenté, c'est que je suis l'épouse, la femme de Gérard de Vigne, membre fondateur. D'accord. Lui-même était du Nord, résistance du Nord, mais il est né en 26, donc sa résistance a été une résistance de lycéens, d'accord, voire plus après, mais au départ c'était essentiellement de cette façon-là, d'accord. Et puis il faut dire aussi que je suis quand même d'une famille de résistants, à la fois par mon père et ma mère. Alors mon père est agriculteur, mais ingénieur agricole, et en même temps il était résistant. Il a commencé, si vous voulez, il était d'abord officier de réserve. Et donc en 1939, il est parti à la guerre. Et en 1940, il a perdu une jambe à la guerre en Normandie, quand l'Allemagne a envahi la France. Et repoussant l'armée française jusqu'en Normandie. La mer était là, et certains ont pu partir par bateau en Angleterre. Mais lui-même était retrouvé à l'hôpital de Rouen, où un membre de la famille résistant est venu lui-même le sortir de cet hôpital, qu'il ne parte surtout pas en Allemagne parce que c'était terminé. C'était Gustave Monod, qui a dans la Drôme, il y a un collège d'ailleurs qui porte le nom de Gustave Monod. Et puis alors mon père, rentrant chez lui, dès 1940, est rentré aussi en résistance. Il a entendu le message de De Gaulle, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Et donc en 1940, il est rentré en résistance avec son frère et tout un groupe de Daudois qui, à un moment donné, avaient donc un radio. On les appelait les radios, les personnes qui avaient des radios, qui savaient transformer des messages jusqu'à porter tous les résistants sur tous les mouvements qui pouvaient se passer dans la région. Mon père, donc on était du côté de Carcassonne, prenait les renseignements sur aller jusqu'à la côte du côté de Narbonne, prendre les renseignements, etc., mais un petit peu partout, et toutes sortes d'astuces pour pouvoir passer ces messages. Mais le radio tout était codé? C'était codé. Le radio devait décoder, enfin devait coder ces messages pour les envoyer en Angleterre. Jusqu'au dernier message, les carottes sont cuites? Le message du débarquement? Alors, il a malheureusement, si vous voulez, oui, bien sûr, mais mon père n'a pas assisté à cette phase-là, puisque le radio a été arrêté avant, et dès 1943, la Gestapo est venue cueillir mon père dans son lit un matin. Mon père à l'époque avait 5 enfants, mon oncle en avait autant, d'autres personnes, etc. Et le radio a parlé. Donc le réseau a été arrêté. On ne sait pas très bien ce que sont devenus les uns et les autres. Enfin, certains ont aussi, oui, mon oncle a pu survivre parce qu'il s'est caché dans la famille en s'éloignant largement. Mais mon père, une jambe en moins. Qu'est-ce que les Allemands ont besoin de bois? Parce que personne ne savait ce que c'était les camps de concentration. On croyait à des camps de travail, mais pas un camp de concentration. On ne savait pas ce que ça voulait dire. Et lui, une jambe en moins, 5 enfants, etc. Et non, il est parti donc en déportation à Buchenwald. D'accord. De mi-novembre 1943 jusqu'à la libération 1945 par Patton,
de l'armée américaine. Très Alors, il bien. a résisté malgré le fait qu'ils étaient 3 à n'avoir qu'une jambe à la guerre. Mais ils avaient une conviction telle de résistance à tout point de vue, et sa foi aussi, parce qu'ils étaient protestants, ils savaient ce que c'était que les camisards. Et ça compte, ça reste Oui. dans la mémoire. Bien sûr, C'est important la mémoire. bien sûr, très très important. Parce que transmettre la famille est important. Ouais. C'est-à-dire à l'heure actuelle, là, dans la défense du musée, on se rend compte que beaucoup de personnes qui défendent le musée ont des origines de Une parents, histoire, ouais. d'une histoire familiale. Ouais, C'est ouais. important. Et la mémoire. Il n'y a pas que, heureusement. Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait dire que la mémoire aujourd'hui est sacrifiée à Romans? Ah, vraiment, elle est scandaleusement étouffée, anéantie. Et avec, d'une façon inadmissible, une décision de Madame le maire qu'elle n'a même pas fait voter au conseil municipal de la fermeture de ce musée. Et quand tous les musées de France, le 17 mai 2021, ont été autorisés à réouvrir, le musée de la résidence et l'importation de Romans est resté fermé. Sous le même toit, il y a le musée de la chaussure qui a réouvert. Et scandaleusement, la résistance a été sacrifiée. Sans dire pourquoi, sans aucune information, si ce n'est que c'est vieillot. On va le remplacer par des outils informatiques. Et donc pour reprendre justement l'histoire du musée, en 70, il y a une vingtaine de personnes, 22 je crois, qui ont mis en place ce projet. Absolument. Alors ils étaient 22, tous résistants et déportés, ou déportés résistants, d'accord. Et ils se sont tous très bien entendus, alors que c'était pas si facile que ça de s'entendre, parce que les opinions politiques étaient très diverses à cette époque-là. Non, la seule ligne directrice, c'était vraiment la défense de la France, la libération de la France. Alors ils ont commencé à faire ce musée en 72, inauguré en 74 par M. Brosse Claudius, préfet de la Drôme, en présence de Bull Bridel, qui était membre fondateur du CNR, du Conseil national de la résistance, qui est venu à l'inauguration 74, 2 ans après. Et puis après, ce musée-là, ces 22 membres ont pensé que ça ne suffisait pas de parler de ce qui s'était passé relativement localement, la Drôme, mais essentiellement la région de Romans, et qu'en fait, en 14-18, après la guerre 14-18, on avait dit la der des der, pourquoi donc commencer? Que s'est-il passé entre 18 et 39? Et là, c'est toute l'évocation de la montée du nazisme. Et ça, c'est un musée, quand vous le visitez, vous avez un fil conducteur pour vous dire attention, tout événement qui se passe, c'est des événements dont il faut tenir compte, s'informer et aider à réfléchir et à entretenir une opinion et à la défendre quand on pense qu'il faut la défendre. Depuis la signature de l'armistice, au wagon, je ne me rappelle plus le nom, où a été signé cet armistice en 1918, et après les restrictions qui ont été et les pressions qui ont été exercées sur l'Empire germanique et la vengeance après avec la montée du nazisme, c'est ça que vous retracez dans le musée alors? C'est très nettement marqué. D'accord. Très nettement marqué. D'accord. Et donc 70 l'idée, 74 l'ouverture du musée, et après je crois qu'il y a eu, c'est la grêle, il est tombé de la grêle et ça a détruit la toiture du musée, c'est ça, en 2019? Alors que je reprécise, après cette introduction de ce qui s'est passé entre 18 et 39, il y a eu une deuxième inauguration en 94. Voilà, à ce moment-là aussi, une deuxième inauguration. Ouais. Alors, il faut que vous sachiez peut-être aussi, très important, c'est que dès le départ, en 72, les statuts ont été déposés. Et ces statuts ont tout de suite compris qu'ils allaient vieillir un jour. Donc en l'an 2000, 30 ans après, ils donneraient le musée à la mairie. D'accord. Pour pérenniser. Pour pérenniser. D'accord. Parce qu'eux allaient disparaître. Oui. Et donc ces statuts ont été respectés. Et en l'an 2000, il y a une convention qui a été passée entre la mairie,
maire de l'époque, après la mairie, et puis le comité du musée, qui existe toujours d'ailleurs. Et donc, dans cette convention, il est bien indiqué que les objets appartiennent à la mairie, mais qu'on ne touche pas au musée sans l'accord du comité. Or, le musée a été fermé sans demande au comité d'accepter cette situation. Donc la convention a été trahie? La convention a été trahie. D'accord. Trahie. Mm. Parce qu'un maire doit respecter la convention de celui qui effectivement a signé Bien la sûr. convention. Bien sûr. Voilà. Alors depuis, effectivement, l'annonce de la non-réouverture après l'épisode de la grève auquel s'est ajouté le Covid à l'époque, ou la Covid, je sais pas ce qu'on peut dire. Bref, et donc le 19 mai 2021, quand tous les musées de France ont été autorisés à rouvrir, sous le même espace de la Visitation, un ancien couvent, le musée La Chaussure a réouvert et pas le musée La Résistance et la Déportation. Donc c'est-à-dire qu'à Romans, au pied du Vercors, il ne reste que le musée de la chaussure. Il ne reste que le musée de la Chaussure. Alors le musée lui-même n'est certainement pas touché, il est fermé, mais il n'est peut-être pas touché, on ne sait pas bien. Mais en tout cas, il n'a pas réouvert. Mais une décision de justice pourrait le faire réouvrir. Certainement, D'accord. certainement. Et je pense qu'il y a un procès en cours ou une demande au tribunal de Grenoble qui ne s'est pas encore prononcé sur la décision, sur une décision de réouverture. Alors l'avocat que nous avons à qui nous avons demandé de défendre le musée, qui est lui-même fils de résistants déportés, effectivement, défend la convention. Et donc depuis, alors, c'est au tribunal administratif depuis janvier 2022. L'avocat avait dit 2 ans, le tribunal administratif, c'est long, manque de personnel, etc. En tout cas 2 ans, voire plus, peut-être 3 ans. Et nous sommes dans les 2 ans et un petit peu plus. Et nous espérons que le tribunal administratif, pour lequel le tribunal administratif juge sur les documents administratifs, il n'y a aucune raison qu'il ne nous donne pas raison. D'accord. Et ce qui est dommage, c'est que vraiment ça, c'est inadmissible que des actes de résistance de gens qui ont combattu pour notre liberté puissent être bafoués comme ils le sont. Et parce que l'argument qui avait été cité, c'est que le musée n'était plus fréquenté. Il y avait un déficit de fréquentation. Donc, Alors ça a été un des arguments inventés, mais d'un autre côté, c'est pratiquement... C'est vrai que c'est un petit peu, c'est pas tout à fait contestable, parce que effectivement ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un relais du conseil scientifique qui s'est mis en place, la mairie de... Mais ce conseil scientifique n'a pas eu la même façon d'agir et les mêmes, si vous voulez, indications indiquées. Et donc il devait, si vous voulez, il n'a pas pris le relais qu'avaient donné tous les membres fondateurs qui non seulement mettaient en place, mais animaient, allaient dans les écoles, faisaient des expositions, recevaient beaucoup, etc. Et effectivement, en plus de ça, ce qui a permis aussi de secouer le musée, c'est que quand même la personne qui était directrice, au lieu de rester avec le musée dans cette enceinte-là, avec un centre de documentation où les groupes pouvaient venir, que ce soit des jeunes des écoles, des lycées, ou même d'autres cours qui venaient de l'extérieur. Le lycée, je sais que Lyon est venu visiter le musée, etc., a été reçu. Il y avait toute une documentation, plus de 600 documents donnés la plupart par les anciens résistants déportés, qui avaient vidé leur bibliothèque pour ce musée. La directrice du musée a été finalement par le maire installée aux archives avec, si vous voulez, et le déplacement de la documentation. Alors là, le musée a déjà commencé à être ébranlé. bien sûr. Aussi, parce que vous visitez un musée si vous avez quelqu'un effectivement pour vous conduire, pour répondre aux questions, pour peut-être agrandir même l'information de la personne.
ça a beaucoup d'importance. Et sinon, s'il n'y a pas ce relais-là de la personne qui est là, Bien sûr, si on visite tout seul un musée, on n'en tire pas la moitié de ce qu'on peut tirer. c'est clair. Il n'y a pas l'histoire, il n'y a pas la mémoire. La mémoire, Ouais. l'information. Et là, vous êtes venu accompagné du drapeau. Ah, mais on est venu accompagner le drapeau. Et ce drapeau, il a une histoire aussi. Non, Non. c'est un drapeau qui a démarré avec la mise en place de l'association des D'accord, d'accord. anciens combattants de la résistance. Très bien. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Alors, sur le journal Le Dauphiné, un petit article pour indiquer qu'il y avait donc une association, alors les enfants de la Drôme, Oui, découvert, et qu'on a découvert, c'est une association qui défendait le musée résidentiel des portations de romans. ah ouais. Alors, Bonne surprise. bonne surprise. Ouais. Ah, et enfin des gens qui nous soutiennent. Ah oui, vraiment. ah oui. D'ailleurs, beaucoup de gens nous soutiennent. Ouais. Mais le gros scandale, c'est que tous les gens élus, tous nos responsables élus, Madame la maire fait ce qu'elle veut chez elle. Ouais. Et ça, c'est inadmissible pour vous. Inadmissible. Ouais. Et oui, quand un conseil municipal n'a pas voté la décision qu'elle était la seule et que tout le monde politique la soutient Ouais, ouais. directement parce que Ouais, ouais. alors, on a une des réponses aussi, on attend la décision du tribunal. Voilà. Comme si on attendait la fin de la guerre pour faire la guerre, quoi. Oui, oui. Eh bien, je vous remercie. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?